Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sport et détente sur la télévision togolaise. En ce 14 février, nous vous proposons une édition où l'amour du sport sera au cœur des échanges. En vitrine, les échecs, focus sur un événement majeur, la visite au Togo d'un expert de la Fédération internationale des échecs. En football, la radio Zéphyr FM célèbre ses 25 ans d'existence. Un événement marqué ce samedi par un match amical entre le ministère de la Communication et bien sûr le personnel de la radio Zéphyr. C'est à découvrir au courant de cette édition. Nous reviendrons également sur l'actualité au niveau du volleyball, de l'athlétisme, de la pétanque, pour ne rien manquer de ce qui fait vibrer le monde sportif. Merci donc de rester en notre compagnie. Et pour débattre autour de tous ces sujets, nous sommes sur ce plateau. À ma gauche, c'est le confrère Jacques Pekemsi. Jacques, bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Plaisir de t'avoir sur ce plateau en ce 14 février. Ouais, merci. Merci pour l'amour. À sa droite, c'est le confrère également, Félix Kalépé. Félix, bonsoir. Bonsoir Sergine, bonsoir à Jacques et bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Félix qui est donc aux couleurs de l'amour, on va le dire ainsi. Oui, comme c'est une journée spéciale, il faut Bien également sûr marquer cette journée-là. Voilà le choix de ma couleur. Et voilà, le décor est donc planté. Démarrons donc ce magazine avec l'espoir de demain. Pour marquer le 21e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, Feu Général Eyadema, un tournoi de volley-ball a regroupé dimanche dernier au camp du régiment commando de la garde présidentielle à Pia, 13 équipes féminines et masculines. La compétition a connu le sacre de la police nationale sur les deux tableaux. La correspondance de Nestor Mouzou. Le tournoi a regroupé 13 équipes, dont 4 féminines, venues d'un peu partout du territoire national. C'est à l'initiative de Lyon Volley Club de Kara, à l'occasion de la célébration du 21e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, Gnazingbe Eyadema. Après les 3 matchs de chaque équipe féminine, les 2 premières ont joué la finale. Finale qui a opposé Camille de Dapaon à l'Aspoto, association sportive de la police du Togo. Les filles de Camille n'ont pas pesé lourd face à leurs adversaires de la police. L'Aspoto remporte la finale sur le score de 3-7-0, 25-10, 25-12 et 25-10. La combativité et le respect des consignes de l'encadrement ont payé. Toute l'équipe féminine est très contente. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais on est arrivé. L'équipe adverse aussi n'a pas démérité. Mais arrivé à un moment, on a joué avec l'expérience. À notre coach qui ne cesse de se fatiguer pour nous, je dis un grand merci. Au niveau des hommes, après les éliminatoires, les demi-finales ont donné les combinaisons Gendarmerie contre 6e compagnie du régiment commando de la garde présidentielle de Pia et Aspoto contre Cavobol. La gendarmerie nationale et Aspoto ont obtenu leur ticket pour la finale. L'Aspoto entame bien le match et c'est fort logiquement qu'elle remporte le premier set 25-17. Le deuxième set va voir le réveil de la gendarmerie qui l'emporte 25-23. Au troisième set, l'Aspoto reprend le dessus sur son adversaire 25-19. La police nationale maintient sa domination et enlève le quatrième set 25-13. L'Aspoto fait donc coup double chez les femmes et chez les hommes. C'est un tournoi qu'on a préparé avec acharnement. On s'est battu. Les entraînements, c'est matin-soir, sous l'impulsion de toute la hiérarchie. Et il fallait vraiment ramener ce trophée. Nous avons promis à l'autorité de ramener les 2 trophées et à la place d'armes. C'est une très grande joie pour nous. Ce tournoi, qui est à sa 2e édition, est organisé pour rendre hommage au Père de la Nation. Nous remercions le président du Conseil qui a bien voulu subventionner ce tournoi. Nous remercions tous les partenaires également qui nous ont soutenus dans cette initiative. Le tournoi Papa Eyadema a pour objectif de pérenniser les valeurs de paix et de fraternité. Les équipes qui sont venues de Lomé, de Dapaon, de Kara, de Niamtougou, toutes ces équipes ont été sensibilisées a priori sur ces valeurs. C'est justement
à cause de cette acceptation que ces équipes ont accepté de parcourir plusieurs kilomètres et de venir célébrer ces valeurs. Plusieurs prix individuels ont été attribués aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Meilleur passeur, attaquant, serveur, défenseur, réceptionneur, joueur central. Camille chez les filles et la gendarmerie chez les hommes sont repartis avec les prix de la deuxième place. Quant à Aspoto femmes et Aspoto hommes, ils ont soulevé les trophées mis en jeu. Oui, voilà donc Félix Laspoto qui ouvre, on va le dire ainsi, son compteur des récompenses pour cette année 2026 quand on sait que la police a fait une belle moisson l'année dernière. Oui, la police est en train d'étaler quand même sa suprématie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de trophées qui ont été remportés lors de l'année dernière et pour débuter cette... 7 au total. Oui, voilà. Et pour débuter cette nouvelle année avec un trophée également au niveau des hommes ainsi que au niveau des dames, c'est une bonne chose. Surtout en volleyball, vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de volleyball, c'est une discipline qui, pour moi, est en progression et voit également les corps habillés pratiquer ce sport-là et remporter des trophées. Je pense que c'est une bonne chose pour ceux qui aiment pratiquer cette discipline-là. Oui, Jacques, quand on parle de sport au niveau des corps habillés des militaires, on va dire que la police a quand même une main mise de ce côté-là. Oui, ils se sont challengés. Ils savent qu'en face, il y a également des adversaires sérieux. Donc, effectivement, ils font de la recherche des trophées une priorité. On a senti que cet objectif, en tout cas, ça leur donne quelque chose. En tout cas, quand on regarde ces compétitions et surtout ces corps habillés, on sent clairement qu'il y a effectivement de la discipline, mais également on sent qu'ils prennent plaisir. C'est aussi cela, c'est de cela qu'il s'agit et ils permettent de pouvoir faire progresser ces disciplines. Moi, je m'y plais toujours, même quand on n'est pas corps habillé, on se sent toujours à l'aise autour de ça. C'est toujours bien. On se souvient encore, Félix, vous le disiez sur ce plateau, même cette nécessité, pourquoi pas de piocher au sein de ces corps-là des personnes, pourquoi pas renforcer nos équipes nationales? Oui, si on voit les meilleurs talents, pourquoi ne pas essayer? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, au niveau de tous les sports togolais, moi je pense qu'il y a un problème de formation, alors qu'au niveau de ceux-là qui pratiquent ces disciplines au niveau des corps habillés, vous allez voir que ce sont des gens d'abord qui ont l'amour de ce sport-là. Et derrière, même s'il y a un problème de formation, ce sont des gens qui sont déterminés à pratiquer ce sport-là en bon ancien. Et aujourd'hui, quand vous voyez au niveau des équipes nationales, ce sont des équipes nationales qui manquent pour moi de patriotisme. Alors qu'au niveau des corps habillés, vous allez voir que c'est une chose qui est apprise dans leur formation. Et je pense que ceux-là qui sont détectés au cours de ces tournois-là, ils peuvent essayer d'étoffer les équipes nationales. Vous partagez cette idée, Jacques? Tant qu'on assiste à un match et on se rend compte qu'il y a une individualité qu'il faut utiliser, il faut le faire. Et effectivement, comme il le dit, ils ont la discipline dans leur ADN. Ça y est, très souvent, des sportifs, il suffit d'avoir la discipline, la constance, vous allez vous rendre compte qu'il va parfaire ses imperfections et tout ça. Et donc, quand vous avez de ces individualités-là, moi je suis sûr que ça peut renforcer les... C'est vrai que ce n'est pas automatique, mais au moins 1, 2, 3 personnes, je pense que ça peut permettre de passer à un autre cap. Le général Feu Eyadema, qui a fait du sport un levier de cohésion nationale, de promotion de la jeunesse et de rayonnement international des infrastructures sportives à l'accompagnement des équipes nationales en passant par l'encouragement du sport scolaire et militaire. Son engagement a marqué plusieurs générations d'athlètes. Comment donc son héritage continue-t-il d'influencer les politiques sportives aujourd'hui? Élément de réponse à travers ce dossier. Le regard sur l'histoire du sport au Togo édifie sur les sélections au palmarès éblouissant de la politique sportive mise en place depuis l'avènement au pouvoir du président de la République Gnassingbé Eyadema.
Ses déterminations politiques, marquées par ses positions devant le devenir du sport togolais, a permis d'enregistrer des résultats positifs, préparant ainsi des lendemains meilleurs en vue de l'épanouissement de la jeunesse togolaise. La vie sportive au Togo, sous l'ère Eyadema, a connu 3 périodes. La période de 1974, l'actualisation de cette réforme en 1978 et la libéralisation du sport en 1991, mettant en application l'adage selon lequel il faut un esprit sain dans un cœur sain. Le chef de l'État, Gnassingbé Eyadema, encourage le sport en général et le football en particulier par des subventions et aides de toute nature. Il fait construire un grand stade à Lomé, lequel fut inauguré en 1969 et baptisé Stade Général Eyadema, qui permit au Togo de reprendre un tant soit peu sa place sur le continent. Nous n'en voulons pour preuve que la première participation de notre pays à la phase finale de la CAN en 1972 à Yaoundé au Cameroun. Malgré cet élan, les résultats n'étaient pas à la hauteur des espoirs. Le président de la République, une fois encore, prit son courage à deux mains et convoqua un meeting historique auquel assistèrent toutes les couches sportives de notre pays. On convainc de cette façon unanime que le mal devrait être circonscrit. Un seul remède fut retenu, la réforme. Elle a eu lieu le 6 mai 1974. Un nouveau départ sur une voie entièrement balisée venait d'être amorcé et le Togo était dignement représenté dans plusieurs disciplines sportives. La satisfaction la plus concrète durant les premiers instants de cette réforme nous vient du noble art avec des titres africains conquis par Messon Palongo en poids, Bossou Azizan en catégorie moyenne, sans oublier Kalipé Komlan alias Bibi. Nous ne devons pas oublier le basketball avec l'équipe féminine du Togo en demi-finale des 6e championnats d'Afrique de basketball en janvier 1977 à Dakar. Les basketteuses togolaises sortent médaillées de bronze. En tennis de table, les résultats ont été prometteurs. Titre de champion d'Afrique dames en 1974 à Alexandrie en Égypte par Dédé d'Almeida et plus de médailles gagnées par les pongistes togolais. La seconde période, celle de l'actualisation de la réforme sportive de 1974, est intervenue en 1978. Il s'agissait pour les autorités sportives et politiques d'adapter le sport togolais aux nouvelles exigences. Lomé sera donc découpé en zones de développement sportif. C'est ainsi que furent nés des clubs omnisports comme Agaza, Asfosa, Aiglon de Lomé. À l'intérieur, Semassi de Sokodé, Lanja Club, etc. Cette innovation sera positivement marquée par une finale des vainqueurs de coupe disputée en 1983 par Agaza de Lomé face au club égyptien d'Arab Contractors. La participation à la phase finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984 à Abidjan en Côte d'Ivoire. La troisième période caractérisant le sport togolais est la libéralisation en 1991. Les équipes étaient donc invitées à voler de leurs propres ailes. Durant cette période, des résultats encourageants ont été obtenus, notamment en football, avec 3 participations successives à la phase finale de la CAN Ouaga 98, Ghana, Nigeria 2000, Mali 2002. Le président de la République, toujours à l'écoute de la jeunesse, répond à un de ses besoins en faisant construire un nouveau stade de 30 000 places à Kégué, fruit de la coopération sino-togolaise que le président Eyadema a initiée. Plusieurs fois, il s'est investi dans la résolution des problèmes financiers et matériels
auxquels les sportifs togolais sont confrontés. Avions par ici, pour faciliter le transport des joueurs, implication personnelle pendant les éliminatoires de la CAN 2000, 2002 et aux phases de préparation, 80 millions en 2000, 100 millions de francs CFA en 2002 et tout dernièrement en octobre 2004, 100 millions après le match Togo-Mali à Lomé. Nous ne pouvons pas passer sous silence le match qu'il a arbitré en 1972 dans le cadre de la fête de la libération nationale entre le corps diplomatique accrédité au Togo et les membres du gouvernement. Les actions déterminantes menées par le président de la République pour la promotion et le développement de la jeunesse sportive lui ont valu plusieurs distinctions honorifiques. Comme on peut le constater, le président de la République, Gnassingbé Eyadema, est resté fidèle à son adage selon lequel aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Oui, histoire de mémoire, avec ce reportage qui nous retrace un peu cet héritage-là laissé par le père de la nation. Oui, c'est tellement rafraîchissant de voir toutes ces images. Et ça montre clairement tout le parcours du sport ou des sports au niveau du Togo. Et également de la personnalité de Feu Gnassingbé Eyadema qui a été forcément un sportif dans l'âme. Donc, moi je me dis que quand vous avez devant quelqu'un qui aime le sport, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Ouais, c'est plus facile des fois même, lui-même, il anticipe sur certaines choses. Exactement. Il y a un aspect qui me paraît assez important, c'est le fait qu'à chaque fois, ils sentent le besoin de s'actualiser, d'actualiser au niveau des réformes pour ne pas être en retard par rapport à l'évolution des sports. Parce que ce soit le football ou les autres disciplines, on se rend compte que chaque 5 ans, il y a 5 ans, ce qui se passait, ce n'est pas la même chose. Donc, s'il y a des dirigeants qui sont visionnaires comme cela permet effectivement de pouvoir être à la hauteur et répondre au rendez-vous. Donc, c'est positif. Et surtout, Félix, quand on regarde ces images, on comprend réellement que le sport togolais d'antan n'avait rien envié à ce qui se fait aujourd'hui. Oui, c'est le constat, surtout avec les trophées remportés. Et puis, au niveau des compétitions aussi, le niveau atteint par les équipes nationales. Et je me dis que depuis ces années-là, c'est quasiment un sport qui est mort au Togo. Il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'on n'a plus ces équipes-là qui peuvent quand même rivaliser avec les autres de la sous-région ou encore au niveau de l'Afrique. Alors que quand on voit dans les années 80, ce sont des équipes togolaises qui étaient difficiles à manœuvrer. Mais aujourd'hui, quand le Togo est face à des équipes de la sous-région, on se dit d'avance que tout est perdu pour le Togo. Passons à présent à une autre rubrique, et c'est juste derrière ceci. Oui, l'un des sports préférés du père de la nation, c'était bien la pétanque. Une discipline très en vue au Togo, quoique sa pratique nécessite une meilleure vulgarisation et promotion. Alors à travers ce dossier, Jean-Kofi Rededi nous emmène à la découverte de la pétanque à travers sa jeunesse, ses prouesses et ses perspectives. Suivez plutôt. Le jeu de pétanque pratiqué dans les 4 coins du globe trouve son origine en France. Il prend sa nouvelle forme au début du XXe siècle. Le nom pétanque, issu des mots latins ped, qui signifie pied, et de tanca, qui signifie planter, donc petanca ou petanco, qui veut dire pied planté. La discipline, dont la pratique s'intensifiait, fut introduite au Togo. À l'époque, les premiers colons qui sont arrivés, ça faisait partie de leur loisir et cela s'est perpétué et jusqu'à nos indépendances. Donc, ce sport a continué par se pratiquer dans les camps, par les corps habillés. Après les indépendances, donc ce sport a continué
par construire progressivement des adeptes et nous avons commencé donc par nous organiser en fédération dans les années 70-80, puis que l'État a commencé donc par organiser les sports. Donc la pétanque aussi est devenue une discipline sportive organisée avec une fédération et des démembrements en termes de ligue. Le jeu gagnait les cœurs et les premiers responsables du pays n'étaient pas épargnés. Feu général Eyadema en était un grand pratiquant. Le père de la nation, Feu Papa Eyadema, qui est un grand militaire, était un grand féru de la pétanque. Tout le monde sait que son histoire, c'est que c'est un fin tireur. Tir de précision, ce n'est pas loin de tir à l'arme. Et donc, vous comprenez pourquoi le père de la nation, qui est un grand militaire, donc aimait donc cette pétanque. D'ailleurs, nous avons eu à l'honorer, à lui donner un prix d'honneur lorsque nous avions fait les gloires de la pétanque, une grande soirée au niveau de l'hôtel Sarakawa. Et c'est avec fierté que je le dis, que nous sommes contents que le père de la nation, un grand homme du Togo, soit un grand amoureux de la pétanque. Et ça nous honore et ça nous donne ce courage et cette grande volonté donc de continuer par œuvrer pour le développement de ce sport-là. L'actuel chef d'état-major est un grand joueur de pétanque, très adroit. Le général Alahare, dans les camps, nous avions commencé par échanger un peu avec la hiérarchie pour voir s'il est possible d'intégrer ce sport-là dans les disciplines sportives militaires, surtout le tir de précision. Aujourd'hui, la pratique de la pétanque prend de l'ampleur, beaucoup plus dans le cœur de la capitale et de ses environs, mais aussi dans les autres régions. Plus de 2000 pratiquants avec environ 50 clubs logent dans les 6 ligues créées. C'est un jeu d'adresse qui se joue avec des boules sphériques en acier, soit acier inoxydable, soit acier carbonisé, en carbone, la boule noire et la boule blanche. Alors, c'est un jeu qui se déroule sur un terrain limité. Le terrain va de 6 à 10 mètres. Au cas où on doit jouer en terrain tracé, il faut que la distance réglementaire soit de 3 mètres en largeur sur 12 mètres en longueur et 4 mètres en largeur sur 15 mètres en longueur. Alors, ça se joue avec un cochonnet, un petit but qui est en bois. Alors, ce but, quand on le lance, le but là qui doit être entre 6 et 10 mètres. Et ça se joue en équipe. Soit une personne joue contre l'autre personne, on l'appelle le jeu de tête à tête. Soit 2 personnes contre 2 autres personnes et on appelle ça un jeu en doublette. Et aussi 3 personnes contre 3 personnes, ce qui s'appelle le jeu en triplette. Alors, dans le jeu en tête à tête, chaque joueur doit avoir 3 boules en main. Il joue 3 boules contre 3. Dans le jeu en doublette, il doit avoir 6 boules contre 6 boules. Ce qui veut dire qu'un joueur a 3 boules en main, son partenaire aussi a 3 boules, contre 6 autres boules. Et dans le jeu en triplette, c'est encore 6 boules, mais un joueur doit avoir 2 boules en main et 2 fois 3 égale à 6 contre 6 autres boules. Donc, à la fin de la main, le jeu, quand il finit de jouer les 6 boules, on appelle ça une main. Une main. Donc, à la fin de la main, le nombre de boules, l'équipe qui a maximisé le nombre de boules plus proche du but, si c'est 3 boules qui sont plus proches du but, l'équipe a 3 points. Si c'est une boule, l'équipe a 1 point. Si c'est 2 boules, l'équipe a 2 points. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le jeu termine. Le jeu se joue à 11 et à 13. La première équipe qui arrive à 11 a gagné la partie. Parmi les pratiquants, l'on dénote les meilleurs qui composent l'équipe nationale, à l'instar de Désiré Akolor, Koubenou Pedro, Nekou Kodjo Julien, Denou David, pour ne citer que ceux-là. Le Togolais lambda considère la pétanque actuellement comme un jeu pour les désœuvrés, donc souvent ceux qui n'ont rien à faire ou bien des bandits. Parce que souvent les gens considèrent que des gens adultes, des gens matures, mettent la main dans le sable, se salissent les mains. Et des fois même ils disent que ces adultes jouent aux billes. Ils ne savent pas que c'est la pétanque, ce n'est pas les billes, mais eux, les gens disent comme ça. Surtout quand les gens sont en voiture et ils nous voient en train de jouer, ils croient que nous sommes des va-nu-pieds, alors que parmi nous, nous avons des grandes personnalités, nous-mêmes nous sommes des fonctionnaires.
Alors, c'est comme ça, le public lambda perçoit en fait la pétanque aujourd'hui. Le Togo dispose d'une équipe nationale masculine et d'une équipe nationale féminine. Rangée dans la famille des sports boules, la pétanque togolaise peut se targuer d'avoir rempli les belles pages de l'histoire du sport national. Le Togo prend régulièrement part aux compétitions internationales, dont la dernière en date est la CAN Maroc 2024, après celle de 2019 organisée à Lomé. Oui, aujourd'hui, je crois que sans fausse modestie, nous pouvons dire que le Togo fait partie des nations de pétanque. Et là où il se hisse aujourd'hui, quand on parle du Togo, on n'est pas dans l'anonymat. Donc je crois qu'il y a un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes fiers de l'évolution que la pétanque a connue, en partant donc d'un simple sport de loisir pour devenir un sport qui a pu hisser notre pays. On peut s'en féliciter. Au niveau national, c'est le championnat que nous organisons chaque année. Depuis que nous sommes élus, les championnats ont eu lieu. D'ailleurs, le dernier, on vient de le finir en décembre. Cette année 2026, on aura le championnat. Mais en dehors du championnat, chaque week-end, il y a des jeux qui se font, des mécènes qui organisent des concours, des présidents de clubs, des gens qui se regroupent pour jouer. Et nous encourageons cela parce que c'est cette pratique-là qui va révéler les talents. En termes de perspective, renforcement des capacités de ceux qui encadrent les clubs, recherche de moyens pour construire les structures. Parce que vous savez, le sport, tout en se développant, doit aussi développer ses propres structures. Notre souhait, c'est que nous puissions avoir des structures dans chaque coin pour permettre aux clubs de jouer sur des structures qui sont assez pratiques, au lieu que nous continuions par occuper les coins de rue pour jouer dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Dans sa dynamique de promotion et de vulgarisation de la discipline, l'instance dirigeante, la Fédération togolaise de sport boule, multiplie des camps d'initiation dans les établissements scolaires. C'est le chantier qui préoccupe le nouveau président Dominique Gnazo, successeur de Désiré Bonou en 2022. Une manière de produire et de détecter les talents pour la pérennisation de la pratique de ce jeu aux multiples apports pour l'épanouissement des humains. Oui, voilà, donc c'était les jeux d'échecs, ou plutôt la pétanque. Ouais. Ça, c'est pour annoncer le sujet qui va suivre. Vous y connaissez un peu? Non, pas véritablement. Mais c'est une discipline qui m'intéresse parce qu'elle développe la précision. Et la précision, en fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur d'autres aspects. Donc, effectivement, c'est intéressant. Et l'aspect qui me plaît également, c'est le fait qu'il se soucie au niveau de la jeunesse, au niveau de la relève, parce qu'il faut effectivement, on avait fait le constat sur les précédentes années, qu'à chaque fois qu'on voit des gens pratiquer la pétanque, c'est beaucoup plus de personnes un peu plus âgées. Voilà. Il faut regarder au niveau de la relève, et quand on va au niveau des écoles, c'est déjà positif. On se disait que les jeux de billes, c'était pour nous les plus jeunes. Justement. Oui. La pétanque, c'était pour les... Mais en tout cas, à travers ce sujet, Félix, on comprend que la pétanque n'a rien à voir avec les jeux de billes. Oui, moi, j'ai découvert cette discipline en janvier dernier sur un reportage à Kogan. Je me suis dit que c'est une discipline qui est très intéressante. Comme vient de le dire Jacques, surtout au niveau de la précision, quand vous voyez des jeunes qui s'adonnent à cette discipline-là, c'est quand même de bonne augure pour l'avenir de ce sport-là au Togo. Surtout que quand vous voyez au niveau de la sous-région, quand le Togo prend part à des compétitions, c'est le Togo qui est souvent devant. Lors de la dernière compétition organisée qui a regroupé les clubs togolais et puis les clubs béninois, c'est le Togo qui s'est sorti quand même vainqueur. Donc il faut quand même essayer de rapprocher cette discipline-là auprès de la population aussi, afin qu'elle s'adonne à cette discipline. Peut-être on peut avoir des médailles dans cette discipline-là aussi. Bien sûr, encore que cette discipline nous rapporte effectivement déjà des médailles. Alors, au-delà de tout cela, ça veut dire qu'on peut donc considérer la pétanque aujourd'hui comme un sport de haut niveau?
Ouais, c'est un sport de haut niveau. Et comme il le dit, si on se base, si on met beaucoup plus de moyens, si on permet à cette fédération d'avoir effectivement des infrastructures pour éviter qu'ils jouent sur la route, parce que très souvent c'est risqué, s'ils ont ces moyens-là et qu'ils cadrent effectivement les athlètes, moi je suis convaincu que ce sport pourra nous forger d'autres champions. Donc c'est sous d'autres cieux, sur d'autres continents, c'est un sport de haut niveau. Donc il faut qu'on le considère comme cela pour qu'on puisse, au niveau subvention et tout ça, continuer par lui donner les moyens de progresser. Et voilà, on va quitter de la pétanque pour parler à présent des échecs. Je vous l'annonçais en titre, les échecs au service de l'éducation et de la formation des compétences. La thématique a fait objet d'échanges entre les amateurs du jeu d'échecs et un expert de la Fédération internationale des échecs, le grand maître Nigel Schott. Initiée par la Fédération togolaise des échecs, la rencontre vise à promouvoir la valeur qu'incarne cette discipline dans le système éducatif. Le compte rendu, Sonia Amenipo. Face aux jeunes joueurs amateurs du jeu d'échecs, le grand maître Nigel Schott, l'expert de la Fédération internationale du jeu d'échecs, au cœur des échanges, le rôle du jeu d'échecs dans l'éducation et la formation des compétences. En tournée dans la sous-région ouest-africaine, dont le Togo, l'expert salue les efforts de la Fédération dans la promotion de la discipline au Togo. This is a part of a little tour I have of West Africa. Ma venue au Togo fait partie d'une tournée dans la sous-région qui devait m'amener au Niger, au Burkina, ensuite au Togo et au Bénin. Et j'ai de très bonnes impressions. Et la fédération togolaise est l'une des fédérations les plus structurées de la sous-région. Nous cherchons à améliorer les conditions et je repars vraiment satisfait. Le jeu d'échecs est un jeu qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et beaucoup de dédication. Et ça s'applique à tous les joueurs. Et une des règles fondamentales pour garder cette passion, il est aussi important d'avoir de la passion pour le jeu. Parce que cette passion, au-delà des calculs positionnels dans le jeu d'échecs, il y a aussi la beauté du jeu même, la beauté de l'art. Et une fois qu'un joueur garde cette joie de jouer, cette passion pour le jeu, il peut facilement trouver le temps pour faire l'effort et s'améliorer. Pour la Fédération togolaise du jeu d'échecs, la visite de Nigel Schott est un symbole qui traduit la reconnaissance internationale des efforts consentis par le Togo dans la promotion de la discipline. Et nous l'avons sollicité pour venir nous aider à booster le jeu d'échecs dans les écoles. Parce que nous avons la conviction que le jeu d'échecs peut aider les enfants à réfléchir, planifier, se concentrer avant de prendre les bonnes décisions. Le jeu d'échecs, c'est pour le cerveau ce que les muscles font pour l'athlète. Et vous ne pouvez rien faire sans un cerveau qui fonctionne bien. Et même les études ont montré que ceux qui pratiquent le jeu d'échecs, à plus de 70%, évitent l'Alzheimer. À l'occasion, des attestations ont été décernées à l'ensemble des partenaires en guise de reconnaissance pour leurs efforts dans la vulgarisation du jeu d'échecs au Togo. À l'issue de cette conférence, l'expert s'est prêté à une partie des échecs contre les jeunes amateurs. Nous retrouvons Sonia Amenipo. Assis chacun derrière son échiquier, les joueurs reçoivent les dernières consignes du grand maître avant les hostilités. 20 au total, ils vont se mesurer contre lui. Une manière pour eux de jauger leur talent dans ce sport. Ici, seule la concentration, la discipline, la patience, l'esprit d'analyse et la capacité à prendre des décisions sont requis. Très rapidement, ce qui était censé être une simple exhibition de 15 minutes du jeu s'est tourné en une véritable partie du jeu d'échecs. Après 1 heure, 2 quittent la compétition. J'ai décidé de pratiquer le jeu d'échecs parce que ce jeu est un jeu de logique et ça travaille beaucoup plus sur le cerveau. Il faut réfléchir pour pouvoir jouer les coups.
Ça s'est bien passé parce que il n'y aura pas d'autre occasion qui pourra se présenter pour moi et j'ai fait de mon mieux, comme aussi je sais que je ne pourrais pas gagner, mais j'ai essayé de jouer. Bon, c'est moi-même qui ai abandonné parce que en jouant le jeu, j'ai eu que j'ai gaffé. Donc c'est ça qui a conduit à ce que j'abandonne parce que même si je continuais, c'était une perte de temps. Depuis quelques années, la fédération s'est engagée à faire des échecs un outil de développement, d'éducation et de construction des valeurs citoyennes chez la jeunesse. Et c'est à travers le PIV, entendez, programme d'introduction et de vulgarisation du jeu d'échecs. Nous avons commencé ce projet avec les communes de la V en 2019, puis suivi par Tchévier. Et l'année qui a suivi, nous étions dans les communes des Lacs, à Aného, suivi après par les communes dans la zone des plateaux, à Atakpame, puis dans les communes de Koza. Le bilan est très très positif. Nous avons déjà fait des suivis et évaluations sur chaque commune qui a été sollicitée, qui ont bénéficié du programme. Et ne serait-ce que l'année dernière, on a organisé un championnat national scolaire dans les communes des Lacs où on a eu la présence d'une centaine d'élèves qui ont compéti et qui ont montré un niveau acceptable et appréciable. L'ambition de la fédération à travers cette initiative est de faire du Togo une référence régionale en matière du développement du sport intellectuel tout en contribuant activement à l'épanouissement et à la réussite scolaire et sociale de la jeunesse. Oui, Félix, les échecs au service de l'éducation et des compétences, l'initiative, les nobles et à promouvoir davantage. Oui, je pense qu'il faut essayer aussi d'inculquer les valeurs de cette discipline-là à l'école, c'est une bonne chose. Puisque quand vous commencez une discipline dès le bas âge, ça vous permet d'avoir la faculté nécessaire de pratiquer cette discipline-là. Et je pense que l'initiative est la bienvenue, surtout qu'aujourd'hui, quand vous prenez le sport togolais en général, c'est la plupart des pratiquants sont au niveau des rues. Et c'est pratiquement vers ces dernières années qu'on a compris qu'il faut aller au niveau des écoles et implémenter également cette discipline-là pour permettre à la relève d'être quand même au rendez-vous. Et justement, parlant de relève, on a pu voir ces jeunes à travers ce sujet qui se donnent vraiment à cœur joie à cette discipline-là, d'où l'initiative justement de la promouvoir davantage. Oui, normalement, c'est une discipline qui ne doit pas suffire à intégrer les écoles, parce qu'on parle d'un sport intellectuel, on parle de stratégie à contrecarrer et tout cela. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de pouvoir essayer tout ça à l'école. Vous y connaissez un peu j'ai essayé une fois, mais je ne suis même pas allé loin que les deux qui ont abandonné. Les deux jeunes dans le sujet. Hein? Mais je pense que c'est très intéressant et j'espère que tous les chefs d'établissement, même au-delà de la fédération, pourront se rapprocher beaucoup plus des spécialistes pour pouvoir aider les enfants à mieux comprendre cette discipline. Bien sûr, peut-être dans 1 ou 2 ans, on assistera peut-être à cette discipline-là au sein des championnats scolaires et universitaires. Oui, ce serait extrêmement positif parce que ce n'est pas seulement ceux qui savent courir sur le terrain, ceux qui savent dribbler, qui doivent être mis en avant. Ceux-ci également, ce sont peut-être des vrais champions en construction. Alors, ça veut dire qu'il faut spécifiquement former des enseignants pour l'encadrement du jeu d'échecs dans les écoles? Oui, c'est nécessaire parce qu'au niveau des écoles, ce sont les enseignants qui sont des encadreurs et le plus souvent, ce sont les enseignants de EPS qui arrivent à encadrer les élèves sur les disciplines sportives. Et je pense qu'il y a quand même lieu aujourd'hui de former ces enseignants-là. On va ouvrir à présent la page football. Dans le cadre de la Coupe du Monde FIFA 2026, le groupe Togo Football Awards et ses partenaires ont organisé ce vendredi à Lomé une conférence de presse.
Elle a porté sur le lancement officiel du programme d'accompagnement des ressortissants des équipes africaines qualifiées ou non pour cette grande messe du football. On fait le point avec Achou Saba. Face à la presse, Togo Football AOT explique son programme d'accompagnement des supporters togolais et ceux des pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Cette initiative consiste à aider tous ceux qui le désirent à obtenir leur visa à leur retour pour la 23e édition de la Coupe du Monde, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juillet au 9 juillet prochain. Le package est stipulé en 3 volets. Il y a le standard, il y a le VIP et il y a le VIPP. D'abord, l'agence va vous accompagner durant votre dépôt de visa, va suivre jusqu'à l'obtention du visa. Vous aurez droit également aux 3 tickets d'entrée pour le stade où vous aurez choisir, si c'est le Canada, si c'est le Mexique ou si c'est les États-Unis. Et éventuellement l'hébergement et la restauration dans le pays d'accueil et l'assistance sécurité. Une fois les 3 matchs finis, si je veux rester pour continuer, vous êtes à savoir que nous ne sommes pas du consulat. Donc les visas sont donnés par les consulats. Et au Togo, nous n'avons que l'ambassade des États-Unis. Tous les 2 autres ambassades se trouvent au Ghana. L'assistance a déjà fait ses preuves quand le Togo s'était qualifié pour la même compétition en 2006 en Allemagne. Une institution qui dure depuis plus de 20 ans, il a fait ses preuves sur le plan national et international. C'est la même expérience qui revient avec beaucoup d'innovation. Pour soutenir les pays qualifiés tels que le Sénégal, le Maroc, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Algérie, Togo Football Awards sert de point d'attache avec les consulats pour simplifier les procédures de demande des dossiers pour tous les passionnés de football. Oui, et Félix, vous avez donc pris part à cette rencontre, du moins à cette conférence de presse. Qu'en est-il exactement dans les faits? Oui, vous savez qu'aujourd'hui, pour aller à la Coupe du Monde, surtout au niveau des supporters togolais qui n'ont pas leur équipe qui va participer à cette compétition-là, ce serait extrêmement difficile pour eux d'aller à cette compétition-là. Et Togo Foot Award, qui a déjà accompagné les supporters lors de la Coupe du Monde 2006 autant pour moi, c'est quand même dit que c'est l'opportunité pour ces supporters-là d'aller à cette compétition bien à l'aise. Donc, il faut passer par leur package qu'ils viennent de décrire. C'est-à-dire que vous avez au niveau de ce package-là 6 conditions, par exemple. Ils vont vous accompagner jusqu'à l'obtention du visa. Vous avez les papiers à fournir et après avoir obtenu le visa, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez quand même prendre un vol pour aller sur cette compétition-là. Et pour eux, ils vont vous accompagner aussi. Si vous allez également sur les sites, ils vont vous accompagner au niveau de l'assurance, au niveau de la sécurité et tout ça là. Ils vont également essayer d'obtenir pour vous les billets pour aller suivre les matchs sur les terrains. Et pour eux aujourd'hui, ça se limite seulement au niveau de 3 matchs. Maintenant, si ces 3 matchs-là prennent fin, c'est à vous-même de voir s'il faut continuer. Parce que c'est au niveau également du consulat que le délai que vous allez rester dans le pays va se décider. On se dit au moins pour les 3 matchs de poule, ça c'est déjà garanti. Oui, parce que ces pays cités, généralement, on octroie seulement 1 mois. Donc, si vous avez la chance d'aller au-delà d'1 mois, donc ça vous permet maintenant de suivre ces rencontres-là et ces frais-là seront pris par vous-même. Donc, c'est ce qui a été un peu l'objet de cette conférence de presse-là. Maintenant, on se demande pourquoi le Togo ne va pas participer à cette compétition-là. Et c'est une entité togolaise qui décide quand même
de faire cela, comme je le disais. Et ça, c'est pour tous les pays africains qualifiés pour le mondial. Oui, lors de la Coupe du Monde 2006, il faut dire qu'il y a les Béninois, il y a les Burkinabés, les Maliens qui étaient venus également au Togo prendre part à cette structure mise en place par Togo Football Award. C'est ce qui a motivé les organisateurs à quand même rediviser ça pour pouvoir permettre aux supporters togolais et africains de prendre part à cette messe mondiale. Alors, on a quand même compris à travers les explications de Maître Diagba tout à l'heure que l'ambassade, au niveau du Togo, on n'a que l'ambassade des États-Unis. Pour les deux autres pays, les ambassades se trouvent, ou du moins les consulats se trouvent au niveau du Ghana. Alors, est-ce à dire que si peut-être pour celui qui choisit, qui sera du côté du Canada, il faudra aller au Ghana, ou alors la structure négocie aussi cela pour les autres pays? Oui, comment ça se fait? C'est à votre choix. Peut-être je décide que moi je vais suivre les rencontres qui vont se jouer au Mexique. Donc lorsque vous venez auprès de cette structure-là, d'abord vous allez négocier le contrat. Quand c'est hâté, vous allez payer au niveau de la banque qui est choisie. Donc quand vous finissez de payer, vous allez seulement fournir les documents nécessaires qui vont vous permettre d'aller quand même obtenir le visa. Et quand vous finissez de signer le contrat, tout le travail va se faire par la structure. Vous attendez, quand on obtient le visa pour vous, vous attendez seulement le jour de départ pour venir et partir. Alors avec cette structure-là, est-ce que c'est sûr que le visa, vous l'aurez forcément? Non, il a quand même dit que ce n'est pas sûr. Voilà. S'il arrivait que vous n'avez pas obtenu le visa. Vous allez passer auprès de la structure pour retirer votre argent. Ils vont quand même déduire les frais d'assurance et vous prenez le reste. Alors, Jacques, il est sur toutes les compétitions. Hein. Il revient d'ailleurs de la CAN Maroc. Alors, on sait que cette offre va forcément l'intéresser, hein, Jacques. C'est vrai que pour participer aux compétitions, aller en solo, c'est complètement compliqué. C'est un vrai casse-tête. Et même sur le continent, il faut se dire que ce n'est pas aussi aisé. Et imaginez maintenant le challenge de la Coupe du Monde. Donc forcément qu'il faut que chacun puisse être accompagné. Nous, par exemple, c'est dans le cadre du journalisme, donc le statut média est un peu particulier, mais même cela, c'est parfois difficile. Donc, dans d'autres pays, on a vu ces initiatives, même sur la récente Coupe d'Afrique des Nations, certains groupes sénégalais ou ivoiriens se sont mis ensemble pour pouvoir aider le déplacement des supporters. Et donc, effectivement, si des Togolais ou d'autres supporters d'autres pays veulent aller à la Coupe du Monde, je pense qu'il vaut mieux prendre de bonnes informations et pour éviter de se mettre en difficulté. Parce que parfois, si vous n'avez pas les bonnes informations, même à l'arrivée sur le territoire, vous risquez d'avoir des problèmes. Et on a eu certaines situations comme ça sur la récente Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, où des gens sont arrivés à l'entrée du Maroc et ont eu beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas eu toutes les informations. Donc, pour moi, ces initiatives-là, déjà, vous avez accès aux informations. Vous avez tout ce qu'il vous faut et c'est à vous de savoir comment prendre votre décision. En tout cas, on se demande toujours comment les navettes se feront entre le Canada, le Mexique, les États-Unis. C'est compliqué. Déjà, même pour un seul pays, c'est très compliqué. Maintenant, quand on parle de 3 pays qui vont se mettre ensemble, surtout qu'on connaît le challenge au niveau immigration, c'est assez difficile. Mais si les 3 pays se sont entendus pour pouvoir porter leur candidature, c'est que forcément ils vont se mettre ensemble pour pouvoir harmoniser tout ça. Mais c'est un gros challenge, surtout au niveau logistique. On va voir ce que cela pourra donner. Ce sera une première idée parce que la Coupe du Monde suivante également, ça va être pratiquement la même chose. Mais on espère vraiment que ces 3 pays-là vont faire le job, sinon ce sera vraiment décevant.
Et nous, on veut juste assister au spectacle. Au beau football, hein, au beau bien football. sûr. Donc, pas être dans les difficultés de transport et tout cela. J'espère qu'ils vont faciliter tout ça. Oui, Jacques, il faut quand même dire que la FIFA est en train de négocier avec ces 3 pays-là pour qu'on facilite les choses aux supporters, aux journalistes. Bref, à tout ce beau monde-là qui va participer à cette Coupe du Monde-là. Et je pense que dans les brefs délais, ils vont quand même alourdir les systèmes d'immigration pour permettre qu'on ait une très belle compétition. Félix, petite question comme ça, vous vous situez dans laquelle de ces 3 offres? La standard, la VIP ou la VVIP? Oui, on parle de 6 000 euros, ça fait pratiquement 3 millions. Et vous savez que ce n'est pas quand même aisé pour un journaliste sportif togolais. Je vais quand même dire que ce serait difficile, mais on va compter sur les partenaires. Voilà, on va compter sur les partenaires. On va parler de toute autre chose à présent. Je vous le disais tantôt, dans le cadre des festivités marquant le 25e anniversaire de la radio Zéphyr FM, le match de football a opposé le personnel de la radio et celui de la communication, du moins du ministère de la Communication. À l'arrivée, 3-0 pour le personnel de la communication. On va revivre les extraits de but avec Sonia Amélipo. Allez. Allez. On retient en tout cas que ce sont les médias en général qui l'emportent. Il a fallu que Dame Nature s'invite à la célébration. Ouais, c'est toujours bien. Mais de toute façon, ce sont des initiatives qui resserrent les liens. Et à chaque fois, en fait, l'important, ce n'est pas le résultat, c'est le fait de se retrouver. Et on a vu des gens qui n'ont pas couru depuis des mois. Ils en ont profité, donc c'est déjà positif. Oui, très belle ambiance, Félix, d'où la nécessité de pourquoi pas pérenniser ces actions-là entre les différents corps de médias. Oui, comme l'a dit Jacques, quand vous êtes là, vous ne courez pas et quand vous trouvez l'aubaine, il faut quand même saisir. Et je pense qu'il faut quand même essayer de temps en temps organiser ces genres d'événements entre les médias pour pouvoir quand même partager les moments de joie, que importe le score, si c'est 10-0 ou 5-0, l'objectif c'est de se retrouver et partager ces moments de joie. Sinon, il m'arrive très souvent aussi de me prêter à cet exercice-là. C'est en mars. Dans votre sommeil. Non, mais, 8 mars. Mais en mars, le 8 mars. Voilà. Mais attendez, on se prépare encore pour cette initiative. Le 8 mars arrive, vous allez nous voir en t-shirt avec des maillots, des godasses, et puis on va jouer au football. On sera là. Je rappelle que je suis un arbitre, donc... Ben voilà. On reviendra donc sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Parlons à présent des éperviers du Togo. L'année sportive 2025 s'est achevée sur une note décevante pour le football togolais. Les éperviers, toutes catégories confondues, ont traversé une année marquée par des désillusions, des contre-performances et des rêves brisés. Regardez. Aucune qualification, aucune performance, juste une succession de rendez-vous manqués, tant pour les éperviers hommes que pour les dames. Ils n'ont pas réalisé leur rêve, celui d'une deuxième Coupe du Monde, après celle de 2006 côté hommes, et celui d'une seconde CAN 2026, après celle de 2022 côté dames.
Sortis fraîchement d'une 4e élimination consécutive pour la Coupe d'Afrique des Nations, les éperviers avaient une autre opportunité. Se rattraper aux éliminatoires du Mondial 2026, démarré en novembre 2023, restait la dernière option pour les éperviers d'écrire une nouvelle page du football en 2025. Une campagne qui sera une fois de plus vouée à l'échec. Les éperviers retrouvent les pelouses en mars. Le Togo avait pour adversaire la Mauritanie, comptant pour la 5e journée, et le Sénégal pour la 6e. Le 22 mars, au stade de Kégué, les éperviers concèdent un match nul 2 buts partout devant les Mourabitounes. 3 jours plus tard, les rapaces togolais, en déplacement au Sénégal, sont défaits 0-1 par les Lions de la Teranga. La campagne des éliminatoires du Mondial 2026 va se poursuivre en septembre avec les 7e et 8e journées. Occasion pour le Togo, qui jusque-là n'a gagné aucun match, de faire la différence. Et c'est chose faite. Le 9 septembre à Lomé, Sadik Fofana, sur un score d'1 but à 0, offre la victoire sur le Soudan aux Togolais. Et pourtant, 4 jours avant, ceux-ci perdaient 0-2 devant la Mauritanie. Les 9e et 10e journées interviennent en octobre. Le Togo perd une nouvelle fois sur ses propres installations, 0-1 face à la RDC, tout comme au match aller le 9 juin 2024 à Kinshasa. Les éperviers vont clôturer leur campagne sur un match nul, 5e du genre. C'était face au Soudan du Sud, 0-0 à l'arrivée. À l'heure du bilan, une victoire, 3 nuls et 3 défaites en 7 rencontres. Le Togo termine 4e du groupe B avec 8 points. Une vague de contre-performance qui va finalement emporter le sélectionneur national du nid des éperviers. En effet, le lundi 29 décembre, Dareni Bombé est limogé par la Fédération togolaise de football pour insuffisance de résultats. De juillet 2024 à décembre 2025, le technicien togolais totalise 2 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites en 13 rencontres. Précisons que la sélection nationale a brillé par son absence lors des journées FIFA de cette année 2025. Dans un ciel assombri par la désillusion, les éperviers dames sont apparus comme la dernière étoile à laquelle se raccrochait le public sportif togolais. Après leur qualification pour le second tour des éliminatoires en février, l'idée de voir le Togo participer à la CAN féminine 2026 n'était pas un rêve lointain, mais plutôt une ambition réaliste a priori. Et pourtant, les lignes ne bougeaient guère. Il a fallu attendre juin 2025 pour remarquer les mouvements dans le nid des éperviers. Les dames enchaînent les regroupements en juillet et en septembre sans jamais livrer de match amical digne de ce nom. Puis vint le second tour des éliminatoires en octobre. Le Togo est battu par le Burkina Faso, 0-2 à l'aller et 0-1 au retour. La sélection nationale féminine fait alors ses adieux à la CAN 2026. Aucune qualification, aucun exploit, aucune marge de progression, toutes catégories confondues, 2025 reste une année chaotique pour le football togolais. Oui, retour sur ce plateau, Jacques. Une année chaotique pour le football togolais 2025. Difficile à entendre, mais il faut quand même avoir le courage de le dire. Oui, il faut le dire. Et puis, il faut surtout regarder cet aspect pour pouvoir se projeter sur cette année 2026. Surtout en espérant ne pas avoir les mêmes tristesses à la fin de chaque match. Vous savez, à chaque fois que le Togo n'est pas présent à une Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, c'est une vitrine qui se ferme pour le pays. Et nous, on a eu la chance de couvrir 3 Coupes d'Afrique des Nations successives, mais sans le pays. Donc, des fois, c'est assez triste d'écouter ou de voir qu'au niveau de chaque pays, ça bouge, mais qu'au niveau de nos sélections, il y a assez de tristesse à la fin des matchs. Nous, on espère. Le mal, c'est qu'au niveau des hommes, par exemple, à chaque fois, il y a un élan qui est coupé. Il y avait un semblant d'élan au niveau de Paulo Duarte, mais finalement, rapidement coupé parce qu'il démissionne.
Et juste après, presque la même chose au niveau de Nibombe Daré. Juste après, quelques matchs, quelques déconvenus, lui également démis de ses fonctions. Cette fois-ci, on va sentir encore que ce sera un nouvel élan. Ça va prendre du temps, mais j'espère vraiment que cette année 2026 sera meilleure que 2025. Parce que franchement, pour des gens qui se sont spécialisés dans les sports, c'est difficile d'assister à cette décadence progressive. Vous avez compris, décadence progressive. Et surtout, ça nous amène quand même à nous poser des véritables questions, à savoir exactement à quel niveau se situe le problème. On a parlé entre-temps d'entraîneurs, on a parlé de local, on a apporté un local, ben, lui aussi il a été emporté par cette vague de contre-performance. Quel est le véritable problème aujourd'hui, Félix? Au niveau des hommes, bien sûr. Au niveau des hommes d'abord. Vous savez, il faut quand même avoir le courage de le dire. Le Togo manque aujourd'hui de talent. Parce que quand il y a le talent, mais la qualité, ce n'est plus ça. C'est vrai que d'autres me diront que quand vous prenez les joueurs d'aujourd'hui, ce sont des joueurs qui quand même sont à un niveau plus élevé que ceux qu'on a vus en 2006. Mais moi, je dis que c'est faux. Parce que sur le terrain, même quand vous voyez ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui ont de la peine même à faire des contrôles de balles. Vous vous demandez, est-ce que c'est véritablement le niveau dans lequel ces joueurs-là évoluent? Oui, c'est ça. Et aussi, d'autres ont dit que non, il faut également expérimenter les locaux. On a également essayé ça n'a pas marché. C'est ce qui me fait dire aujourd'hui que le Togo manque de talent de qualité. C'est vrai qu'il y a des joueurs. Maintenant, aussi au niveau des entraîneurs, est-ce qu'il faut parler de ça? Jacques vient de dire quelque chose. À chaque fois quand vous coupez l'élan, ça ne marche pas. Le football, il faut pratiquer ce sport-là sur la durée. Il faut conserver un effectif sur la durée. Sur le banc aussi, il faut avoir la stabilité. C'est ce qui permet d'avoir des résultats. Et quand vous faites le mélange de tout ça là, le Togo n'a pas de stabilité sur son banc de touche. Au niveau des effectifs, on n'a pas de stabilité. Aujourd'hui, vous avez un effectif qui est là. Demain, c'est un autre effectif qui est là. Dans tout ça, là, on ne peut pas avoir de résultats. Et c'est ça qui explique les contre-performances aujourd'hui de l'équipe togolaise. Et au milieu de tout ça, il y avait cette question selon laquelle le choix du sélectionneur serait-ce un expatrié ou du moins un étranger ou alors un local, et on nous a justement apporté un local. Aujourd'hui, on se pose réellement la question de savoir quel est le type d'entraîneur, je vais le dire ainsi, qu'il faut pour notre sélection. Serait-ce un local? Un local peut faire l'affaire ou on va continuer avec les étrangers? En réalité, que ce soit un local ou un étranger, la réalité, elle est là. La réalité, c'est que comme Félix le dit, je ne dirais pas presque la même chose, mais on manque de logique. Parce que certains aussi, on a entendu des confrères dire que vous apportez même un Zinedine Zidane ou un José Mourinho, le problème sera toujours là. Oui, parce que quand vous regardez, en fait, on n'a pas de logique dans notre gestion. On a une sélection, par exemple, des moins de 17 ans qui n'est pas en activité, des moins de 20 ans qui n'est pas en activité, les U23 où il y avait un semblant de renouveau sous l'ère de Paulo Duarte a été stoppé complètement. Ce qui fait que ces générations de U17 n'ont pas grandi ensemble pour aller en U20. Ils n'ont pas eu cette logique. Et une fois en sélection A, vous allez comprendre qu'ils peuvent se retrouver dans plusieurs clubs, mais il n'y a pas une symbiose entre ces équipes-là. Moi, très souvent, j'observe le football, que ce soit au Togo ou dans d'autres pays. Par exemple, la génération des Sénégalais, quand vous regardez, c'est un groupe qui grandit ensemble. Ce sont à quelques joueurs près. On peut les insérer, mais pour qu'ils puissent s'adapter également, c'est difficile. Si aujourd'hui, nous avons une logique entre nos sélections de jeunes, je pense que ça facilite rapidement la tâche aux sélectionneurs de l'équipe A. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces sélections-là sont gérées parfois par des sélectionneurs qui sont occupés toute la saison en club, donc ils n'ont pas le temps de pouvoir aller regarder tout ce qui se passe au niveau d'autres sélections.
Donc on n'a pas la possibilité de faire valoir ces jeunes-là qui auront peut-être la lumière pour aller signer dans des clubs assez raisonnables, que ce soit sur le continent ou à l'extérieur. Quand vous n'avez pas tous ces arguments, vous allez jouer à défaut. Et donc le prochain sélectionneur qui viendra, il va jouer presque avec les mêmes. C'est la réalité. Et justement, on se demande à quand le prochain sélectionneur, parce que les échéances, elles frappent déjà à la porte. Hein. Oui, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas pressé, alors qu'en réalité, c'est nous qui sommes en retard. C'est le Togo qui est en retard. Parce que les prochains adversaires du Togo ont déjà participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ils ont réussi à pouvoir arranger leurs effectifs, ils sont en forme, ils peuvent même se renforcer, alors que nous partons du néant. En réalité, après le limogeage du sélectionneur, normalement, on devrait rapidement plancher sur son successeur. Déjà, le problème, le hic aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas clairement le processus dans lequel la fédération ou le ministère est en train d'évoluer. C'est-à-dire que, normalement, pour d'autres pays comme le Burkina ou le Gabon qui ont limogé leur sélectionneur après la CAN, il y a eu l'appel à candidature. Et on connaît aujourd'hui jusqu'à quand ils auront le nom de leur sélectionneur. Ça permet d'avoir déjà une idée sur ce qui se fait. Mais pour le moment, j'ai comme l'impression que c'est juste des appels. On essaye de pouvoir faire des profils. Et j'espère qu'ils ne vont pas se tromper sur le profil et que l'oiseau rare qui est en train d'être cherché pourra aider le Togo. Sinon, pour le moment, c'est difficile. L'oiseau rare qui pourra aider le Togo, Félix. Oui, je me demande quel est l'objectif de la fédération ou encore du ministère pour les prochaines échéances du Togo. D'autres vous diront que c'est d'aller à la CAN 2027. Je me demande est-ce que c'est possible pour le Togo? Parce que c'est dans les mêmes conditions qu'on a recruté, comment elle s'appelle, Daré Nibombe, et à la fin, nous avons vu les résultats. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la journée FIFA de mars qui arrive et normalement le sélectionneur du Togo qui devait arriver, on devait le connaître depuis pour pouvoir préparer les prochaines sorties du Togo à travers ces journées FIFA-là. Les équipes qui n'ont d'ailleurs disputé aucune journée FIFA l'année dernière. Oui, ça a été le cas pour Daré. Il est arrivé, on l'a lancé dans le bain comme ça. Et c'est à travers les matchs qu'il essaie d'expérimenter des joueurs. Et ça n'a pas marché. Avec ça, ça ne peut jamais marcher. Jacques vient de le dire. Ce n'est pas au Togo qu'on a inventé le foot. Hein. Et quand vous prenez la sous-région ou encore en dehors, quand on limoge un sélectionneur, on sait déjà que demain ou après-demain, on doit avoir son successeur. Et au Togo ici, on ne sait même pas pourquoi on est pressé de limoger Daré. Si on Justement, savait... au regard de tout cela, est-ce que vous direz que le limogeage de Daré c'était précipité? Oui, c'était précipité. Si on savait qu'on n'a pas encore sous la main son successeur, je pense qu'on ne pouvait même pas communiquer cela. On l'a fait aujourd'hui, on est pris par le temps. Puisque si nous voulons aller réellement, comment on appelle, à la prochaine CAN, le travail c'est dès aujourd'hui. Comme on le dit, le Togo n'a pas aujourd'hui des joueurs sous la main. Daré n'a laissé aucun héritage. Il faut avoir le courage de le dire. Et celui qui va arriver, il va recommencer par zéro. Et on devait normalement lui donner du temps à préparer son équipe. Et je pense que la base est déjà faussée. Celui qui va arriver, on aura également les mêmes résultats. On espère qu'on n'aura pas les mêmes résultats. On va se pencher cette fois-ci du côté des filles qui, elles aussi, nous ont déçus. Hein. Oui, c'est beaucoup de déception, surtout sur cette double confrontation face au Burkina Faso. On se disait, bon, le match aller, c'est à l'extérieur, mais au match retour, quand même, c'est à domicile. Il fallait tout faire pour pouvoir gagner ce match. Mais pour moi qui ne me concentre pas beaucoup sur le football féminin, j'étais convaincu qu'au moins sur cet aspect-là, il y aurait de la réussite. Mais on a senti qu'au niveau de cette sélection, il y a un malaise qui ne disait pas son nom. Il y a un sentiment qui était caché, des choses qu'on ne disait pas ouvertement.
qui finalement n'ont pas aidé cette sélection à pouvoir atteindre son objectif. Moi, j'espère que d'ici là, que tout le monde pourra corriger tout ça, et surtout ces filles-là qui ont bénéficié de la première participation à la Coupe d'Afrique des Nations pour signer certains contrats à l'extérieur. Vous voyez la vitrine que cela ferme pratiquement à ces jeunes qui sont en train d'être intégrés. Donc, même chose au niveau des hommes, où cette génération, à part Djenda Konam ou Laba Fodo qui était au niveau de la CAN au Gabon, c'est terminé. Les autres n'ont pas bénéficié de la joie de jouer, de défendre son pays à une Coupe d'Afrique des Nations. Il faut se battre pour cela. Moi, je suis convaincu que si on s'organise bien, on est capable de pouvoir se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est juste ma conviction. Mais après tout, c'est à ceux qui décident de pouvoir prendre les bonnes décisions et accélérer les choses. Oui, Félix. Oui, Jacques n'a pas voulu quand même lâcher le mot, mais moi je vais le faire parce que il faut dire qu'au niveau de notre rédaction, moi je suis plus le foot féminin. Et c'est la seule occasion pour le Togo d'aller régulièrement à la CAN. Pourquoi je le dis? Il faut juste jouer 4 matchs et le tour est joué. Et quand vous prenez les joueuses togolaises aujourd'hui, ce sont des joueuses qui ont le talent, il faut le dire. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs qui n'avantagent pas cette équipe-là. La plupart des joueuses proviennent du championnat national. Et quel est ce championnat-là qu'on organise aujourd'hui? On ne peut pas aujourd'hui dire que c'est quand même la fédération qui ne fait pas les choses, je dirais, en bonne forme. Le championnat qui a d'ailleurs connu son épilogue le dimanche dernier. Hein. Est-ce qu'il faut appeler ça un championnat? Moi, j'ai l'habitude de l'appeler un gala parce qu'un championnat, il faut jouer beaucoup de matchs. Le vainqueur n'a disputé pratiquement 12 matchs, 12 ou 13 matchs si je ne me trompe pas. Avec ça, est-ce que les joueuses peuvent être en compétitivité pour rivaliser avec les autres? Quand vous prenez la sélection burkinabé que le Togo a rencontré, d'abord, eux, ils jouent un championnat en bonne et due forme. C'est un championnat qui se joue pratiquement sur 28 journées ou 24 journées. Et contrairement au Togo qui joue un championnat sur 12 ou 13 journées, et vous allez voir, il y a de longues pauses dans ça. Et en dehors de ça aussi, je peux dire que il y a également les présidents de clubs qui n'avantagent pas ces filles-là. Quand on décide d'organiser le championnat, ce sont eux qui passent par les coulisses pour négocier qu'on reporte ça. Parce que la plupart aujourd'hui n'ont pas des équipes en bonne et due forme. Et à la fin de chaque championnat, vous allez voir des joueuses qui vont du côté du Bénin pour jouer le championnat béninois. Ils attendent la fin de ce championnat-là pour pouvoir se prononcer sur l'organisation du championnat togolais. Et vous voyez que ça n'avantage pas. Maintenant, en dehors de ça, quand vous voyez des joueuses même qui sont motivées pour la qualification, il y a un problème qui est venu quand même amoindrir les chances du Togo. Jacques n'avait pas voulu dire. Ce problème de capitana qui a lieu entre Odikou Mafi et puis Badate Nathalie, on nous a dit que ça a été réglé, mais dans les coulisses. C'est un vieux problème, cette histoire de capitana. Et ça date jusqu'à ces matchs-là face au Burkina Faso. Ça a été mal géré. Vous avez vu même la sortie de Nathalie vers la fin. Vous comprenez que ça a été mal géré. Et moi, je me dis que le charisme de la sélectionneuse Kai Tometi, je pense que c'est une sélectionneuse qui n'a pas la même mise totale sur son équipe. C'est ce qui a fait que le Togo n'est plus difficile de gérer avec les caprices des filles. Hein. Oui, mais il faut avoir quand même le caractère pour gérer les filles. Et moi, je me dis que Kai n'a pas tellement ce caractère-là. Et c'est ce qui a coûté 2 qualifications pour le Togo. C'est pourquoi elle a la chance d'être encadrée, on ne va pas le dire encadrée, d'être secondée par Akwete. Oui, Sergine, sans mentir, tout ce qui se fait dans les coulisses de cette équipe-là, nous sommes quand même sur un média, on ne peut pas le dire, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées et qui n'ont pas avantagé le Togo pour se qualifier. Et moi, je le dis, il faut qu'on arrive à cerner
cette sélection-là si véritablement on veut se qualifier pour la prochaine CAN. Bien sûr, on va continuer de parler des dames, cette fois-ci les U17, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 Dames Pologne 2026. 21 joueuses sont conviées à un stage à Lomé du 13 au 17 février 2026. Oui, on va déjà dire que c'est une première pour les U17. Jusqu'ici, on avait entendu parler des U20, de la sélection nationale. Cette fois-ci, on a un regroupement pour les U17. C'est important. On a parlé des catégories. Il faut forcément regrouper les catégories. Mais moi, le mal, c'est que la compétition, la phase finale, c'est en 2026. On est déjà en 2026. On regroupe les U17. C'est maintenant qu'elles vont commencer par apprendre à se connaître et tout ça. Surtout qu'au niveau des U17, il n'y a pas véritablement une compétition pour avoir le temps de sélectionner ces filles-là. Donc, c'est assez difficile. Peut-être si on avait une catégorie U15, cela pourrait permettre de pouvoir se faciliter la tâche sur 2 ans. C'est pour cela, à chaque fois, moi, je pense que le football est tellement facile qu'on se complique la tâche. Nous tous, on sait que c'est une question de catégorie. Quand toutes les catégories sont organisées, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour les sélectionneurs de travailler. J'espère qu'au niveau de ces U17, elles pourront comprendre qu'elles auront l'opportunité de grandir et de se forger des carrières. Parce qu'on a parlé de leurs sœurs qui ont participé à la CAN et on a vu les répercussions positives sur leur carrière. Donc c'est à elles de pouvoir se battre. Alors ce sont des filles qui sont quand même issues des centres de formation ou aussi une pépinière quand même de la formation TDS. Alors est-ce qu'on va dire qu'au regard de ça, elles se connaissent déjà un peu? Là où le bas blesse aujourd'hui, Jacques l'a dit, qu'il faut à chaque fois remonter les catégories. Et le Togo a déjà une possibilité. Celle-là qui avait pris part à la première CAN scolaire, c'était des joueuses qui avaient 15 ans. Pourquoi ne pas garder cette équipe-là? Et aussi, il faut rappeler que le Togo avait la chance de tester son équipe lors d'un tournoi de l'UFOA U17. On ne l'a pas fait. Et moi, je me disais qu'on avait la possibilité de prendre cette équipe-là et étoffer avec quelques joueuses des centres de formation pour prendre part à cette compétition. On ne l'a pas fait. On est à quelques jours de la compétition. Et comment a été fait la sélection même de cette équipe-là? C'est le directeur technique national qui envoie des lettres à des centres de formation d'envoyer les meilleures joueuses. Et avec ça, est-ce que vous comptez que le Togo peut aller faire une bonne participation? Moi, je me dis, il faut revoir également ce niveau-là. Quand nous prenons les équipes qui sont en vue aujourd'hui sur le continent, vous allez voir qu'il y a également l'organisation des compétitions des jeunes. Et c'est à travers ces compétitions-là qu'on arrive à détecter les meilleurs et on les place dans ces équipes de catégorie-là. Mais ici au Togo, il n'y a aucune compétition qui est organisée. On va dire qu'elles ont brûlé les étapes, on parle du mondial. Quand vous demandez à un centre de formation de vous envoyer ses meilleurs, vous faussez les schémas. L'exemple, c'était celui de Claude Leroy. Lors de sa première... son premier regroupement, il a demandé même aux entraîneurs locaux de lui proposer des joueurs. Et à la fin, il a été complètement déçu. Parce que chacun veut mettre son élément, alors qu'en réalité, parfois on oublie même les meilleurs. On prend plutôt d'autres où on a beaucoup plus d'affinité. Et ça ne permet pas d'avoir une équitabilité au niveau de la sélection. Il faut des compétitions pour mettre effectivement ces sélectionneurs au travail. C'est aux sélectionneurs de faire tout le tour des rencontres pour cocher les joueurs qu'il faut et faire sa propre sélection. En tout cas, elles se regroupent donc du 13 au 17 février. On va suivre de près ce stage-là et pour voir ce qu'il en sortira. Parlons à présent de toute autre chose. Le président de la Fédération togolaise de football a effectué les 6 et 7 février dernier
une mission de travail dans la région des Savanes. Placée sous le signe de l'écoute et de la proximité, cette visite s'inscrit dans la dynamique de renforcement du football à la base. Entre autres activités, des rencontres d'échanges au siège de la Ligue de football des Savanes et la visite des stades en construction dans la région et des Matipoué. Week-end particulier dans la région des Savanes qui a reçu la visite du patron du football togolais. Accompagné du président de la Ligue régionale de football des Savanes, Djabarou Tchakala, le président de la FTF, colonel Guy Akouvi, a été au contact des autorités locales et à l'écoute des acteurs du football. Une visite pour toucher du doigt les réalités du terrain, notamment l'encadrement technique, l'arbitrage, la formation à la base, la structuration des clubs, le renforcement des capacités des acteurs et l'organisation des compétitions. Il a répondu à toutes les questions, à toutes nos doléances et il a promis d'accompagner pour un football professionnel. Nous sommes satisfaits des échanges parce que tout le monde a voulu ce qu'il voulait et il a compris que vraiment on était bien organisé et les doléances posées étaient des doléances fondées. Socle de la pratique du football, les infrastructures sportives ont été aussi au cœur des échanges. Nous avons notamment fait cas de l'état de notre stade municipal de Dapon qui jusqu'ici n'a pas pu voir les travaux finis. Il nous a exhortés à plus de patience. À l'occasion, le président de la fêtière a aussi visité les stades de Dapaon et de Mango en construction. Je suis très heureux de constater que le stade est en pleine évolution. Je suis un peu soulagé. Ce que je vois, je me suis dit qu'au prochain championnat, on va jouer ici. Je remercie vraiment le gouvernement pour ces dispositions qu'ils ont prises en pensant vraiment mettre à la disposition des acteurs du football ces infrastructures. Le patron du football togolais s'est également rendu sur le site de Touaga, un espace de 12 hectares réservé pour un stade de football. À l'heure où le Togo a amorcé la professionnalisation de son football, la présence du patron de la FTF dans les Savanes fait souffler le vent du professionnalisme sur la région. Oui, le vent du professionnalisme qui souffle donc sur la région des Savanes et ça passe bel évidemment par la construction des infrastructures sportives de qualité ou du moins se répondant aux normes. Ah oui, c'est important parce que vous savez que les grandes équipes de cette région sont obligées de descendre à Kara pour jouer, que ce soit Fouadan ou encore Doumbé. C'est assez difficile de pouvoir évoluer à domicile. Donc il faut vraiment se pencher sur la situation de que ce soit Mango ou Dapaon pour leur offrir des infrastructures de qualité. C'est important. Pour un dirigeant, c'est une visite normale. C'est dans ses obligations d'ailleurs de pouvoir aller voir la réalité au niveau du terrain et espérer que tout puisse progresser. On va vraiment... moi, je suis peiné de voir surtout Doumbé, non pas Doumbé, Fouadan, quitter Dapaon pour faire tout ce parcours. Et quand vous faites tout ce parcours-là, vous n'avez plus pratiquement vos supporters. C'est assez difficile. J'ai souvent l'habitude de dire, ces clubs, oui, ils reçoivent, mais à l'extérieur. Vous recevez à l'extérieur pour ne rien avoir en réalité. Oui, comme l'a dit Jacques, c'est une visite normale. Et si on se souvient très bien, il y a de cela 2 ans, ces dirigeants de la Ligue de Savane ont réclamé cela, que depuis que le président est là, il n'a jamais mis pied à Dapaon ou à Mango. Et voilà qu'il a fait maintenant. Et j'espère qu'ils seront contents. Ah, ils sont contents. Oui, ils sont contents, ils sont contents. Alors, on va parler à présent d'une autre actualité comme ça, là. Dans le domaine du football, c'est avec le confrère Inoussa Gueuler, désormais, ou du moins, on va qualifier ça de quoi? Désormais interdit de faire mention de ces massifs de ce codé, de participer même aux entraînements durant les émissions, de ne plus parler de ces massifs de ce codé. Déjà, comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle? Moi, je me dis que c'est de l'amateurisme pur, parce qu'un club ne peut pas interdire à un journaliste qui travaille pour un média de ne pas mettre pied aux séances d'entraînement. Normalement, il devait s'adresser aux médias pour pouvoir
d'abord prendre connaissance du travail du confrère. Maintenant, si vous voulez qu'on ne parle pas de vous mal, il faut quand même faire des actions qui vont dans le bon sens. Parce que ça part d'une violence lors du match je pense Tambo et puis Semas de Sokodé. Et à l'issue de cette rencontre-là, Gueulet, dans son travail, a dit que l'arbitre de touche a été physiquement agressé. Et c'est ça qu'il dénonce aujourd'hui. Je pense que chez nous, on ne dit pas à un grand qu'il a fauté ou il a menti, mais ces gens-là veulent nous faire croire que réellement ces actions-là ont eu lieu lors de cette rencontre-là. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir. On a vu les images, on a vu qu'il y a eu violence. Et pour un journaliste qui se veut impartial, mais il sait quelle est la conséquence quand il y a violence au niveau d'un stade. C'est juste qu'il faudrait sanctionner les auteurs. C'est d'ailleurs pour cela que le confrère a demandé à ce qu'au niveau de la fédération, qu'on regarde ce qu'il y a à faire pour éviter qu'il y ait d'autres comportements comme ça. Et je pense que nous tous, on milite à ce que le football, qui est la paix, qui a la tranquillité, la non-violence au niveau de nos stades. Donc, maintenant, sur le principe, moi, je pense effectivement, comme Félix le dit, que en 2026, qu'un club puisse se sentir autorisé de pouvoir interdire à un journaliste de parler de lui dans ses analyses, dans ses commentaires, c'est que vraiment les dirigeants n'ont pas compris leur attribution, parce que chacun doit connaître la limite de ses actions. Au même moment où on leur demande de mieux organiser leur club, ils doivent savoir que les journalistes, ils ont un cadre tout à part. Vous n'avez pas l'influence, mais si vous estimez que ces commentaires, qu'il a exagéré dans ses commentaires, vous avez des organisations de presse, vous avez la fédération, vous avez la HAC pour pouvoir demander à ce que justice soit faite. Et c'est la meilleure voie d'ailleurs. Donc j'espère, mais ça montre clairement qu'au niveau des dirigeants, on n'a pas compris que le journaliste n'est pas leur chargé de com. Ça bouge beaucoup, aussi en tout cas durant cette trêve. Ce n'est pas leur chargé de com. Si c'était leur chargé de communication, on allait même pas en parler. Aujourd'hui, il n'est pas de leur organisation, donc il ne peut pas le sanctionner. Mais il y a un réel problème. Quand vous sortez une décision comme ça, parce que finalement, ils disent que ce n'est pas un communiqué, mais c'est une décision en interne qui a fuité. Donc, finalement, même quand vous sortez une décision comme ça, vous exposez l'intégrité physique du journaliste. Il y a son contact qui a été communiqué sur le document et tout ça. Et j'espère que sa liberté... que Inoussa Gueuler n'est quand même plus à présenter dans la région. Mais au même moment, il faut laisser à chacun faire son travail. Bien sûr. Nous, on a la liberté d'analyser et d'estimer ce qu'on pense. Si vous estimez que ce qu'on a dit n'est pas correct, parce qu'en réalité, il ne faut pas dire que ce qu'on dit ne vous avantage pas. Nous, on n'est pas là pour vous avantager. On ne relate que les faits. On ne relate que les faits. Donc, si ce n'est pas correct, vous savez quelles sont les institutions à saisir pour pouvoir vous faire justice, on va le dire. Et voilà, on va se rendre à présent dans la commune Ogo 3, plus précisément à Gléy. La première édition de la Coupe de l'Amitié, démarrée le 13 décembre dernier, a connu son épilogue le dimanche 8 février sur le sacre du club et Sawazina. Plus de précisions avec Tiampio Touba. En quête de talent pour étoffer l'équipe de football de Gléy dans la commune Ogo 3, le maire Christophe Fambo a cru bon de passer par la Coupe de l'Amitié. Première du genre, cette compétition qui a rassemblé 16 formations a débouché sur le duel entre Essaouazna en bleu et À Cœur Vaillant. Pressé d'en découdre, À Cœur Vaillant obtient penalty dès la 7e minute qu'il rate d'ailleurs. La partie se poursuit avec des occasions de part et d'autre qui seront infructueuses.
Essau Azina et son vis-à-vis à cœur vaillant se séparent à la fin du temps réglementaire sur un nul et vierge, synonyme de tir au but. Épreuve au terme de laquelle à cœur vaillant fait piètre figure en réussissant 3 tirs contre 4 pour Essau Azina. Chaque fois, on travaille sur ça, sur les tirs au but à l'entraînement. Ça a été très dur parce que l'équipe adverse aussi, bon, ils ont 10 kilos. L'équipe adverse aussi n'est pas déméritée. Bon, c'est l'effort que les enfants ont fourni sur le terrain qui nous a mené à la détermination de cette victoire. Une victoire qui consolide l'esprit d'amitié à Gléy. Amitié parce qu'aujourd'hui, c'est la cohésion sociale que prône le président du conseil. C'est pour ça que nous avons donné le nom de Amitié à ce tournoi. Et avec vous-même, vous avez vu l'ambiance ce soir. Quand bien même le sang était chaud sur le terrain, les gens quand même s'embrassent et rient. L'équipe de la commune s'appelle USG, Union Sportive de Gléy. Nous voulons renforcer cette équipe. En attendant de renforcer l'US Gléy, les organisateurs ont récompensé tous les participants à la Coupe de l'Amitié. Nous voici à notre rendez-vous mensuel, notre rubrique « Que sont-ils devenus ?» Celui que nous vous faisons découvrir est un as de la course de fond, une légende de l'athlétisme et le 1500 mètres qui n'a plus de secret pour lui. Qui est-il et qu'est-il devenu? Élément de réponse avec Edem Atipoué. Dans les années 70 et 80, un athlète a fait briller le Togo dans des compétitions internationales. Sa spécialité, le 800 et le 1500 mètres. Né le 3 août 1952, ce maître de course de fond a été pendant, tenez-vous bien, 45 ans détenteur du record national de la course sur 1500 mètres en 3 minutes, 55 secondes et 28 tierces. Qu'est devenu ce recordman togolais et cet emblématique athlète? C'est dans ce numéro de votre rubrique « Que sont-ils devenus ?» que nous allons tous découvrir cet homme parce que c'est Kosivi Atikpo avec qui nous sommes aujourd'hui. Bonjour Monsieur Kosivi Atikpo. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler du passé et justement de ce présent et ce que présage l'avenir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est à vous le merci. Alors, on sait que vous êtes un recordman pendant 45 ans, mais à un moment donné, vous étiez footballeur et vous jouiez dans l'équipe de Racing Club. Et qu'est-ce qui vous a véritablement mené vers l'athlétisme? Merci beaucoup. Alors, j'ai commencé par le football depuis le bas âge, avec le Racing Club de Lomé. Mais pendant nos entraînements avec M. Jazapé à son âme, il nous faisait courir. Et il y avait un test pour aller aux Jeux universitaires africains, face aux Games à Accra. Et j'ai dit, bon, je vais participer. Donc on a fait la sélection et j'ai été premier aux 800 mètres et aux 1500 mètres. Donc j'ai été qualifié. En 1979, il y a eu un événement et vous avez établi le record national en cette année en 3 minutes, 55 secondes, 28 tierces. Et ce n'est qu'en 2022 que ce record a été battu, soit plus de 45 ans. Racontez-nous un peu ce moment où vous avez établi ce record. Le jour-là, j'étais très en forme. Et je me suis dit que je vais battre le record. Et à 300 mètres de l'arrivée, j'étais parti. J'ai lancé la course. J'ai lancé la course à 300 mètres. J'étais parti, j'étais devant. Et tout le monde criait. Toute la tribune était debout. On criait, puis j'accélérais. À 30 mètres d'arrivée, là, j'ai senti un caquage.
au niveau de la cuisse. Et j'ai traîné les pieds, pour terminer en 4e position derrière le Nigérian qui a été premier, le Ghanéen 2e et l'Ivoirien 3e. Et j'étais arrivé en 4e position. Et c'est le jour-là, c'est à cette compétition, les Jeux ouest-africains, que j'ai battu le record des 1500 mètres. Alors c'était un moment assez émouvant pour vous, mais vous n'avez pas arrêté. Vous avez justement continué de courir les 800 et les 1500 mètres. Dites-nous les compétitions auxquelles vous avez participé jusqu'alors. J'ai participé à beaucoup de compétitions, surtout sur le plan universitaire. Aux Jeux universitaires ouest-africains à Ifé, en 1978, j'ai été 2e aux 800 mètres. Et aux Jeux universitaires africains, j'ai été 5e aux 1500 mètres. Mais comme je faisais les relais 4x400, nous avons terminé en 3e position. Donc avec ces 2 médailles, ça nous a permis d'aller aux Jeux universitaires mondiaux au Mexique en 1979. Avant ça, j'ai fait des stages. En 1975, j'ai fait un stage de 3 mois en Allemagne, précisément à Heppenheim, pour préparer les Jeux olympiques de 1976. L'année suivante, j'y suis encore retourné pour 3 mois de stage en vue de préparer les Jeux olympiques de Montréal. Après avoir passé 10 ans pratiquement au haut niveau de cette compétition, en 1982, vous arrêtez contre toute attente. C'est ça. Que s'est-il passé? Nous étions en stage de conférence à Dakar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, moi, ma course, c'est que c'est à partir de 300 ou 200 mètres que je pars. Je reste dans le peloton. Et à partir de là, j'accélère jusqu'à la fin. Le jour-là, effectivement, j'ai accéléré depuis 300 mètres. Et à un moment donné, j'ai senti un étirement. C'est vrai que je m'étais arrêté. Et quand on m'a fait la radiographie, on a constaté que j'ai eu un hématome au niveau du source iliaque. Le docteur m'a dit que c'est une opération complexe. Cette opération doit durer minimum 4 heures de temps. Et c'est la première fois qu'il y a cette opération-là. Et c'est à moi de voir s'il faut le faire ou pas. Et la dernière décision revenait à moi. Et j'ai dit que, en ce moment, j'étais encore jeune. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faudrait laisser. Et j'ai abandonné l'athlétisme. Qu'est devenu M. Kossivi Atipo? J'ai été formé, premièrement, ici au Togo. Ensuite, au Nigeria. Et j'ai terminé ma formation en Allemagne, à Leipzig, pour le diplôme du 3e degré d'entraîneur. J'ai encadré des athlètes pour qu'ils améliorent leur performance. Dans le temps, j'avais travaillé avec la Fédération togolaise d'athlétisme en tant que membre de la commission technique. Et aussi, j'ai travaillé avec la Fédération togolaise des sports pour tous pendant 2 ans et après j'ai abandonné à cause de ma santé. Des problèmes de genoux, des problèmes de nerfs et des problèmes des vaisseaux sanguins. Et c'est vrai que
Je n'arrive plus à courir ni à marcher. Si je marche un peu, je me sens fatigué. Donc, je suis des traitements quand même. Et grâce à Dieu, ça s'améliore un peu. Je tiens à remercier les responsables de la TVT pour ce projet. Parce que ça permet de voir ou d'identifier les anciens, ceux qui ont travaillé pour le pays, ceux qui ont haussé les couleurs nationales. Quel conseil donnez-vous à tous ces jeunes aujourd'hui qui embrassent l'athlétisme, précisément la course? Il faut l'entraînement, le courage, la persévérance. S'il veut gagner, il faut qu'il travaille. C'est le travail qui rend l'homme meilleur. Travail acharné, travail ardu, travail sans cesse. Ce sont ces mots d'encouragement que M. Kossivi Atikpo donne à tous ces jeunes athlètes qui aujourd'hui veulent établir, sinon battre des records. Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cet entretien qui a été réalisé par une équipe assez dynamique. J'ai nommé M. Paul Sakpara et M. Antoine Diakbassou qui nous ont permis de vous offrir ce nouveau numéro de votre rubrique « Que sont-ils devenus ?» Merci également à vous, Monsieur Kossivi Atikpo. Vous nous avez permis de connaître ce qu'il a été pendant 45 ans le détenteur du record national. Aujourd'hui, nous, on connaissait celui qui détient ce record actuellement, qui est bien évidemment Yoabati Macman, mais on ne savait pas qui avait détenu ce record-là pendant 45 ans. Et on apprend avec plaisir que c'était bel et bien Monsieur Kossivi Atikpo. Ouais, c'est très important. C'est important de pouvoir les écouter parce que au niveau de... ils se sentent parfois oubliés malgré tout ce qu'ils ont fait dans leurs différentes disciplines. Maintenant, ce sont des personnes toujours à écouter parce qu'il y a toujours des conseils, des astuces qui leur permettaient de pouvoir réussir. Moi, je salue l'initiative et j'espère que les jeunes qui veulent vraiment briller dans cette discipline-là ont bien suivi ces conseils. Bien sûr, Félix. Et surtout, on comprend vraiment que l'athlétisme, qui est d'ailleurs la mère des disciplines, a continué, ou du moins ça a commencé à glaner est l'une de ces disciplines-là qui fait glaner beaucoup de médailles au Togo. Oui, aujourd'hui, surtout avec l'arrivée de Madame Dogo Falila, on a senti qu'il y a un regard d'effort pour cette fédération-là de révéler de nouveaux talents, et c'est ce à quoi nous assistons. Et comme l'a dit Jacques, quand on a également ceux-là qui ont vécu les grands événements, ceux-là qui ont participé à ces événements et qui ont essayé également de battre des records, et aujourd'hui se retrouver, donner des conseils à la jeunesse, je pense que c'est une bonne chose. Et au-delà, il faut également exhorter ces fédérations-là d'aller vers ces personnalités-là et essayer à chaque fois de les ramener pour donner des conseils à ces jeunes-là. Ces jeunes, bien sûr. Il y a quand même une petite inquiétude lorsque j'ai écouté M. Atikpo. Il nous faisait comprendre que c'est suite à des problèmes de maladie qu'il a été obligé de raccrocher. Mais entre-temps, on nous fait comprendre que faites du sport, c'est bon pour la santé et tout. Mais aujourd'hui, c'est encore ce même sport qui a amené le doyen à raccrocher. Oui, c'est cela. En plus, à son époque, je pense que la médecine n'avait pas fait beaucoup d'évolution, surtout quand il expliquait que l'opération était une première, par exemple. Et c'était... Moi, pour moi, je serais à sa place, je prends également la même décision. La même option, parce que c'était risqué. Donc après, il faut quand même remarquer que pour beaucoup de sportifs, il faut toujours savoir qu'il y a le revers de la médaille également.
Et donc, après la fin de la carrière, il faut être rigoureux sur ses habitudes pour éviter d'avoir des problèmes au niveau physique, au niveau de la santé. Parce que oui, on a des exemples, que ce soit des boxeurs ou des anciens footballeurs qui ont toujours des problèmes, que ce soit cardiaques ou d'autres soucis au niveau de la santé. Alors, on va parler à présent d'autres choses. Lomé, la capitale, regorge beaucoup de clubs sportifs qui se manifestent surtout les week-ends. Quels sont les exercices auxquels ils s'adonnent souvent? Jean-Kofi Hededi a surpris l'un de ces clubs en pleine séance. C'était au lycée technique d'Adido Gomé. Suivons plutôt. Ce samedi, comme à l'accoutumée, les sportifs du week-end ont pris d'assaut les coins de la capitale. Le lycée technique Adido Gomé n'est pas en reste. Différents clubs sont au rendez-vous. Pas de distinction d'âge, de profession ni de religion. Le sport n'a pas de barrière. Sur l'esplanade, le travail du jour est spécial. Il regroupe 7 clubs venus de la zone Adido Gomé. La séance s'articule en 4 volets. On a d'abord fait un peu d'échauffement qui est couplé par l'étirement. Après, on a fait le cardio. Après, on a fait les abdos et puis la relaxation. Et après, on a fait les planches qui travaillent et en même temps le dos, tout le corps. Il n'y a pas eu d'abandon parce qu'on a essayé d'adapter le rythme à tout le monde parce qu'on n'est pas en compétition, on est en famille. Et on essaie de travailler au niveau du plus faible. En groupe, l'on se donne à fond. On va au-delà de ses capacités et on gagne davantage. Denise et Pierrot ne sont pas prêts à abandonner. Nous sommes habitués, mais le fait de rencontrer les autres groupes, ça fait vraiment plaisir. Surtout les femmes, je les invite à venir massivement au sport. Le sport fait beaucoup de bien. Surtout en santé, nous gagnons beaucoup. Quand je quitte la maison avec les nerfs sciatiques, quand je commence à marcher un peu, je sens les douleurs. Mais après 5-10 minutes, et puis je continue ma route. Je viens au sport tous les samedis et dimanches au lycée technique. J'ai compris une chose, c'est que le sport, ça dépasse les médicaments. Et quand je fais du sport, je me sens dans mes peaux et j'arrive bien à travailler. Je vais moins à l'hôpital. Donc j'ai fait l'expérience depuis les années 98 jusqu'à ce jour. Je suis accroché au sport. Donc je ne rate pas les week-ends. Même si je suis occupé, je suis là. Le sport peut se faire à la maison également. Mais quand je suis dans la masse, je fais bien et c'est vraiment une compétition que moi-même je crée dans ma tête. Un regroupement de clubs pour une pratique sportive plus réussie. Fraternité 2024, ensemble pour la santé par le sport. L'initiative est à l'actif de l'Association sportive pour la santé et l'éducation de la masse, ASEM, un club qui voudra faire les choses autrement. Les clubs, au fait, viennent chaque samedi pour s'exercer entre eux, mais nous avons jugé qu'il est bien, qu'il est bon, qu'il est judicieux, que aussi nous nous rassemblions comme ça afin de renforcer nos liens d'amitié, de fraternité et de solidarité, créer de la convivialité entre les membres de nos différents clubs. C'était du beau, c'était du bien et du bon. Les prochaines éditions, peut-être nous allons sortir du cadre du lycée technique d'Adido Gomé et inviter les autres clubs à maintenir ce cap parce que le sport est vital pour notre santé. Après 2 heures d'activité physique intense, les participants sont repartis dans l'espoir de se retrouver en bonne santé le week-end prochain. Oui, à travers ces images, on comprend tout simplement que lorsque on est ensemble, c'est beaucoup plus facile de faire du sport. Oui, c'est beaucoup plus aisé et puis on regarde les exemples, ça motive. Vous savez, parfois, seul, on se dit, bon, je peux me permettre de laisser cet exercice. Oui. Bon, je suis un peu fatigué, mais quand il y a toujours des gens à côté, ça vous challenge un peu. Ça vous challenge, exactement. C'est important. On va s'y mettre tous, hein, Félix. Oui, c'est très important parce que, comme on le dit souvent,
le sport, ça permet de maintenir le corps en bonne santé. Donc, il faut inviter Jacques tous les samedis à se prêter à ce jeu-là. On va y aller tous. Hein. Partons à présent à la rencontre d'un jeune Togolais passionné de freestyle. Un artiste du geste précis et du défi permanent. Ballon au pied, il enchaîne les jongles avec une aisance impressionnante. Mais là où il surprend davantage, c'est lorsqu'il troque le cuir rond avec des objets inattendus, découvrant ensemble le portrait d'un talent qui repousse les limites du freestyle. C'est avec Edema Tipoué. Début d'une journée de routine pour ce jeune Togolais passionné de football. Norbert Eda, la vingtaine, étudiant en anglais, est gérant à ses heures libres d'une boutique d'équipements sportifs. Un environnement qui cadre avec son talent hors pair, le freestyle. Discipline où la technique et l'art se rejoignent. Pour créer un spectacle visuel et dynamique, Norbert dégage de la magie. Même l'international togolais, Kodjo Labafodo, a été sublimé par la technicité du jeune, dont l'inspiration tire sa source en Afrique. C'est grâce à Titi Kone que j'ai aimé le freestyle. En regardant ces vidéos, c'est comme si quelque chose m'excite à faire comme lui. Du coup, je ne m'intéresse pas trop au freestyle de Ronaldinho et autres. C'est grâce à eux que Titi Kone, je peux dire, il s'est inspiré aussi. Mais par lui, moi aussi, je veux faire quelque chose de grand au Togo. Réalisant des figures et des 3X en utilisant toutes les parties du corps, Norbert a débloqué des niveaux dans le freestyle. Le freestyle, ce n'est pas qu'avec le ballon seulement. Car je peux jongler avec une balle de tennis, une bille, le citron et même un œuf. Je peux dire avec la corde à sauter aussi. Concernant l'œuf, je suis la seule personne pour l'instant au Togo à le faire. Aujourd'hui, le freestyle est un sport à part entière et réglementé, constituant un métier et une carrière pour les pratiquants. Au Togo, ce sport est orphelin d'une fédération. Parce que le freestyle aussi, c'est un métier et je m'en donne beaucoup à ça. Parce que chaque jour, je me bats pour qu'au Togo aussi, on ait une fédération pour le freestyle football. Le souhait est qu'on instaure le freestyle et que, avec le temps, on puisse participer aussi à des Jeux de la francophonie et les compétitions internationales. Surnommé Edno le prince du All Foot Style, Norbert Eda est un artiste dont le potentiel est un atout pour le Togo. Oui, moi je faisais ça. Mais il n'y avait pas de caméra. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra. On va inviter une caméra pour vous voir à l'œuvre cette fois-ci. C'était avant. Ça, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art. C'est de l'art. Et le connaissant, hors des caméras, il sait que c'est un bon travailleur. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a rapidement progressé. Vous savez, aujourd'hui, vous n'avez pas... C'est aussi un autre exemple des gens qui peuvent s'auto-former. Parce que, comme il le dit, il regarde des vidéos sur Internet pour pouvoir progresser. Et pour moi, c'est bien, c'est une source d'inspiration. On espère qu'il pourra faire décrocher des trophées pour le Togo. C'est aussi cela. Encore faudrait-il pour cela que la discipline s'organise en fédération.
surtout quand vous êtes précurseur comme lui, c'est très difficile. Parfois esselé, mais j'ai vu qu'il y a 2-3 également qui s'essayent à cela. C'est à eux de pouvoir se mettre ensemble pour savoir comment pouvoir progresser. Oui, jongler avec un ballon, oui, avec peut-être la petite balle jaune là, oui, mais encore avec de l'œuf. Ça, c'est du jamais vu pour moi, hein, Félix. Non, moi, je l'ai une fois vu. Hein, avec de l'œuf, hein? Oui, lors des Jeux de la francophonie avec un Ivoirien. Ah oui, avec un Ivoirien. Et je pense qu'au Togo aussi, voir cela, c'est impressionnant. Et je vais quand même encourager le jeune de continuer le travail. Et surtout, comme l'a dit Jacques, il faut que ça s'organise. Il faut qu'on ait quand même une fédération pour harmoniser tout ça là, pour qu'on... dans les jours à venir, on voit le Togo aussi participer à ces Jeux de francophonie. Pourquoi pas avoir une médaille ou encore des trophées? Freestyle. Et voilà, chers téléspectateurs, nous nous acheminons vers la fin de ce magazine et déjà, nous vous plongeons au cœur de notre prochain rendez-vous sportif. C'est à travers cette bande-annonce. Édition spéciale sur la télévision togolaise. Suivez ce lundi 16 février 2026 dans Panorama des Sports, un numéro spécial de Que sont-ils devenus? Et bon, on arrive à la frontière, prise de température, vérification des passeports. Pendant tout ce temps, j'avais un peu le trac. Et ce jour-là, j'avais des palpitations. Et je ne comprenais pas. L'ex-international togolais Dodi Kodjovi Obilale a cœur ouvert sur sa carrière, la tragédie de Cabinda et surtout ce qu'il est devenu. À suivre à 21h avec Edemati Poué et son équipe. Oui, voilà, hein, Jacques, le rendez-vous est donc pris. Hein. J'ai déjà pris rendez-vous, donc on sait ce que Kodjovi Obilale représente ou a représenté par le passé au niveau des éperviers du Togo et continue par représenter parce que pour moi c'est un vrai exemple d'adaptation et tout cela, donc c'est important qu'on puisse l'écouter. Rendez-vous donc lundi à 21h, Félix. Oui, et le rendez-vous est pris. Hein. Comme l'a dit Jacques, quand on vous annonce Kodjovi Obilale dans une émission, c'est important de suivre cette émission-là. Et voilà, ainsi donc s'achève ce magazine. Merci d'être passé sur ce plateau, Félix. C'était un plaisir. Jacques, plaisir partagé. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Merci également à très chers téléspectateurs pour tout cet amour partagé durant cette émission. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Très bonne fête de la Saint-Valentin chez vous. Au revoir.